Des potes, j'en ai eu beaucoup d'autres, avant de prendre mes quartiers dans ce bistrot. Question race, j'ai pas été bégueule et copiné avec des blancs, des noirs, des jaunes et même des rayés, façon zèbre. Idem côté religion, j'en ai connu qui faisaient les signes de croix avant de poser le pied par terre, le matin. D'autres qui se foutaient à quatre pattes, direction la Mecque, 5 fois par jour. D'autres enfin, qui s'étaient laissés pousser des couettes de chaque côté de leur kippa. La majorité d'entre eux, cependant, pensaient plutôt que tout ce qui était arraché aux dieux était bon pour les hommes, et en conséquence ne croyaient à rien. Mais ceux pour lesquels j'ai toujours eu un faible, ce sont les grands brûlés, comme Philippe Léotard, par exemple. Son histoire, Léo, c'est un peu un remake de celle d'Icare. À trop vouloir s'approcher du soleil, il a fini par faire fondre ses ailes et par tomber en piqué. Je l'avais connu lors des répétitions de La Cuisine, la pièce d'Arnold Esquer, au cirque Montmartre, l'ancien cirque Medrano, qui avait été repris par Joseph Bouglione, et que des promoteurs véreux devaient démolir quelques années plus tard pour construire à sa place un immeuble directement inspiré des blocos nazis du mur de l'Atlantique. Tout fier de l'étron qu'il venait de pondre, ses sagouins l'appelèrent le Bouglione, en souvenir du crime qu'il venait de commettre. Léo avait adapté La Cuisine et le songe d'une nuit d'été spécialement pour cet endroit qu'il considérait comme le royaume des saltimbanques, son royaume, le seul où il se sentait capable de pouvoir vivre maintenant. Il m'avoua d'ailleurs une fois qu'il était l'arrière-arrière-petit-neveu du clown Léotard qui fonda le cirque Bouglione et inventa l'art du trapèze volant et le juste au corps des danseuses. Les mecs conscients de l'absurdité de la vie, qui veulent mettre leur nuit en lumière, comme le disait Bernard Dimet, un pilier du luxe bar lui aussi, autre alcoolo flamboyant, flingué à 50 piges, ne font jamais de vieux os. Celui qui se proclamait ministre de la Défense, par référence à son frère, alors ministre de la Défense, mourut quelques jours à peine avant d'atteindre 61 ans. On était fin août 2001, 3 semaines avant les fameux attentats à New York. Je me suis toujours demandé s'il n'aurait pas vu dans la chute des Twin Towers un symbole de ce qu'il avait fait de sa vie, l'ami Léo. Depuis ce temps-là, ça fait maintenant près de 20 longues années, il dort au cimetière de Montparnasse, pas loin de son copain Jean Carmé, autre grand brûlé, que j'avais connu aussi. Et ce n'est pas une putain de dalle de pierre qui va les empêcher tous les deux de se retrouver au bistrot du bon Dieu, quand ils auront envie de s'en payer un dernier pour se donner le courage de continuer leur route. Parce que la vie, c'est déjà difficile à supporter, alors la mort, pensait-on. Au moins, ces gars-là, ils ont droit au silence éternel. C'est pas mal, le silence, quand on y pense. Hélas, ça se fait plutôt rare, par les temps qui courent. Même la minute de silence est en voie de disparition. Dans les stades, on lui a substitué une minute d'applaudissement. Et maintenant, à la sortie de l'église, on applaudit le cercueil, à la sicilienne. Le monde moderne ne supporte plus le silence, parce que le silence, c'est la liberté de ressentir et de penser. Et ça, Big Brother, il ne veut pas l'entendre parler. Alors, pour ne jamais nous laisser un instant seul avec nous-mêmes, il cherche à nous étourdir en faisant du bruit.